À l'occasion des 1000 abonnés, on va faire une FAQ. C'est parti pour la FAQ. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Alors aujourd'hui, c'est la FAQ, c'est le truc ultra classique que tous les youtubeurs font. Mais voilà, je vous ai posé la question de savoir si ça pouvait vous intéresser. Visiblement, vous avez des questions à me poser. Donc aujourd'hui, on va fêter ces 1000 abonnés. On va faire un petit peu plus connaissance, vous et moi. Pour le coup, peut-être plutôt vous. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des questions et donc je vais y répondre. Mais avant ça, je voudrais vous dire merci. Alors évidemment, je vous dis merci à tous. Mais il y a quelques personnes qui me suivent depuis un peu plus longtemps, avec qui j'ai eu beaucoup d'interactions, des échanges, etc., qui m'ont posé des questions ou fait des remarques qui m'ont fait réfléchir, et qui sont là depuis un certain temps. Donc je voulais remercier, pas forcément dans l'ordre, mais voilà, Frédéric B, Romain Provo, It Was Me, Dylan Chauvin, Obturated, Nas R, Ricky239, Mike Bonjour et Pierre Douer, qui sont des, je sais pas si je peux dire des fidèles, mais enfin en tout cas des gens qui se sont investis, qui ont passé du temps à me répondre, avec qui j'ai eu des discussions. Merci à tous, mais merci à vous un petit peu plus que les autres. Alors on attaque avec une première question de Harold. Bravo pour les 1000 abos, petite question, vidéaste c'est ton métier principal, continue comme ça. Alors, bonne question, vidéaste n'est pas mon activité principale. Je suis vidéaste photographe, mais c'est une activité secondaire. Mon activité principale, c'est éducateur spécialisé. Je m'occupe d'ados qui ont besoin d'un coup de pouce pour arriver à se réintégrer dans la société, dans le monde du travail. Ça, c'est mon métier. Et à côté de ça, je suis vidéaste et photographe depuis bientôt 5 ans. Donc voilà, et j'aime beaucoup ces deux métiers, et j'envisage pas forcément d'en lâcher un pour l'autre, mais je donne autant d'investissement et de passion dans les deux. Deuxième question de Obturated qui me dit « Félicitations, personnellement je me demandais comment sensibiliser les enfants à l'image sans tomber dans la consommation à outrance. Autrement dit, comment mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité ?» La question avec un level... Hein ? Bon. Alors pour répondre à cette question plutôt difficile, d'abord il y a une question d'âge. Je pense que ça passe d'abord par le respect des âges et du contenu qu'on leur propose. Il y a beaucoup de pubs sur le CSA, etc. en ce moment qui abordent ce type de questions, mais je pense que c'est vraiment fondamental de ne pas mettre des films trop violents ou trop poussés, ou avec des scènes qui peut-être pour nous ne sont pas choquantes, mais qui eux peuvent les choquer. Et je pense que respecter cet âge, c'est important. J'ai connaissance de quelqu'un qui a montré très tôt à son petit 4-5 ans le film Jurassic Park en se disant ah, c'est super, il y a plein de jolis dinosaures, etc. Ouais, il y a aussi un T-Rex qui bouffe un mec en train de faire caca sur les chiottes, quoi. Voilà. Donc adapter le contenu au public en termes d'âge, pour moi c'est la première chose. Ensuite, il y a la quantité de contenu qui leur sont proposés. Les gamins, les nouvelles générations, ils bouffent de l'écran. Aujourd'hui il y a des écrans partout, il y a des jouets, il y a des faux smartphones. Les gamins à 3 ans ils savent déverrouiller un téléphone et ils savent aller sur YouTube. C'est du véridique, j'ai des choses que j'ai vues, c'est assez incroyable. Donc ils auront cet accès privilégié qu'on n'a peut-être pas nous eu avant parce que tout simplement ça n'existait pas. Et je pense que il faut limiter en quantité et essayer de les amener sur des contenus un petit peu plus qualitatif, et là pour le coup le qualitatif va dépendre de vous puisque les enfants n'ont pas ce discernement. Je vais vous donner un exemple pour des tout petits. Il serait facile de mettre, je sais pas, du oui-oui, j'ai rien contre oui-oui, hein. Mais il y a aussi des dessins animés qui sont du même niveau, peut-être un tout petit peu plus, comme Pete the Cat, je sais pas si vous connaissez Pete the Cat. C'est un super dessin animé, il y a la voix de Negan de Walking Dead dedans, c'est assez cool. Et surtout, il y a une ouverture sur de la musique, il y a de l'humour sans que ce soit trop second degré pour les petits. Et du coup, ça pousse un tout petit peu plus et c'est un peu moins niais. Donc ça les oblige un petit peu plus à réfléchir. Après, pour les plus grands, je pense que c'est important d'amener les gamins sur des classiques du cinéma. Alors on va commencer par du Disney, mais au-delà de ça, je pense que c'est plus intéressant pour un gamin de lui montrer un Roi Lion que de lui montrer un Ninjago. Et de même, je pense qu'il y a des classiques du cinéma qui valent le coup d'être vus quand on a un gamin de 10 ans. Et je pense que montrer un Rocky, par exemple, c'est mieux que lui montrer Sharknado. Voilà.
Oui, Rocky, il y a un petit peu de sang, mais il y a toute une histoire derrière, il y a une façon de filmer, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça, un contenu adapté à l'âge, une quantité mesurée, et avec l'âge qui avance, montrer des classiques. C'est-à-dire que si on habitue un jeune à des bonnes images, à des bonnes réalisations, à des bonnes histoires, rapidement il va développer un esprit critique, et au bout d'un moment, les trucs qui tournent en boucle au cinéma ou sur YouTube, ça va vite le faire chier. Donc voilà, c'est une question qui est difficile, hein, de but en blanc, mais j'ai essayé d'y répondre. Paul Vercourt me demande quel taux de photos conserver sur des prises de vue. Donc je pense, Paul, que tu me demandes combien de photos moi en moyenne je conserve. C'est très relatif. Sur la vidéo du G9 contre le XT3, je vous avais fait des stats, des photos que je gardais, etc. Alors c'est difficile de faire un tri. Si on fait que de la rafale, forcément on va en garder un pourcentage minime. Je fais partie des gens. Il y a deux types de photographes, à mon sens, sur de la prestation type mariage ou autre. Il y a ceux qui vont se dire je donne tout parce que ça fera plaisir aux mariés, et aussi parce que c'est un gain de temps, hein. Le tri ça prend du temps, donc on se fait un petit peu moins chier, on gagne du temps, on est plus rapide, et on donne tout, et après les mariés se démerdent. D'un côté ils sont contents parce qu'ils en ont beaucoup, donc ils ont l'impression d'avoir eu pour leur argent, et d'un autre côté bah, ils ont tout, donc ils ont le bien et le moins bien. Et puis il y a la deuxième catégorie de photographes dont j'estime faire partie, qui donnent beaucoup moins, qui sont plus sévères sur le choix des photos et sur ce qu'on considère comme étant des déchets, le but étant de ne donner au client que la crème de la crème. Plusieurs objectifs à ça. D'abord, il faut habituer aussi les clients et l'œil du client à repérer le bon et à évincer un peu le moins bon. Donc quand on donne que des photos de qualité, forcément il va s'habituer un petit peu à cette notion de bonne photo. Et puis c'est aussi ne pas se rendre service que de donner toutes les photos. Donner les bonnes et les moins bonnes, ça donne l'impression que vous faites du bon et du moins bon. Et quand vous donnez que les bonnes, ça donne l'impression que vous ne faites que des bonnes photos. Et en termes de communication, c'est important. Vaut mieux donner peu mais de bonne qualité que donner beaucoup et que le client ait l'impression d'avoir pour son argent, et au final les photos il va pas forcément faire le tri, il va forcément les imprimer. Alors après on a toujours un regard plus dur en tant que photographe qu'un client lambda qui n'est pas dedans, mais voilà, le taux de déchets je saurais pas le quantifier. Si je devais donner comme ça une louche, je dirais au moins 60%. Je pense que 60% c'est à peu près le quota de ce que je jette quand je fais des photos en prestation, pour vraiment garder ce qu'il y a de mieux. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais on est autour de 60%. Jérôme DJE qui me dit « Félicitations à toi, continue comme ça ». Merci Jérôme. Ce serait top, plus de vidéos sur la base de la photo pour les débutants et plein de trucs du genre. Je ne ferai pas ça, parce que c'est pas mon objectif. Alors je suis plus sur de la vidéo, même si je fais de la photo en professionnel. La question se pose pas comme ça. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Des gens comme Sébastien Roignan, des gens comme Arnaud Thierry sur sa chaîne photo. Enfin, il y a des gens qui font super bien des tutos photo pour les débutants. Et même si par exemple la chaîne d'Arnaud Thierry commence un petit peu à dater, ces vidéos, j'en ai regardé encore il y a pas longtemps, elles sont toujours aussi qualitatives, pédagogiques, ludiques, bien expliquées. Donc, allez plutôt voir ces gens-là. Je préfère vous faire des retours d'expérience, c'est vraiment le but de cette chaîne, sur du matériel que j'ai testé, sur des situations que j'ai vécues, du business, sur des réflexions que je me suis fait au fur et à mesure du temps, en me disant que peut-être ces réflexions-là, c'est ce matériel que j'ai eu en main plus ou moins longtemps, dont j'ai été content ou pas du tout, ça puisse vous servir. Le but c'est pas de faire des tests en 5 minutes ou des tutos en 5 minutes, parce que je le ferai pas forcément bien et parce que c'est pas mon but. Moi, lorsque je cherche du matériel ou que je cherche des idées, je préfère avoir des vidéos de gens qui ont poncé leur matériel jusqu'au bout du bout, qui ont réfléchi. Par exemple, Nicolas Dété, je vous invite à aller voir la chaîne de Nicolas Dété, qui est photographe, et quand il fait une vidéo sur la photographie, il fait pas un tuto de base. Par contre, même pour un débutant, c'est passionnant ce qu'il raconte, parce que dès qu'il fait une photo, il l'analyse, il l'explique, il parle de sa démarche, que parfois il a mis beaucoup de temps à construire. Et ces gens-là le font bien mieux que moi. Donc je ne ferai pas de tuto photo pour les amateurs. Voilà, c'est pas mon truc. Une question matos de Tino Ferro. Félicitations pour tes 1K. Ça fait 2 ans que je fais de la photo avec mon Canon 2000D. Je m'intéresse de plus en plus à la photo de nuit et je commence à approcher les limites de mon boîtier. Que me conseilles-tu chez Canon ?
Eh ben mon gars, ça va dépendre déjà de ton budget, parce que si t'as 500 € ou si t'as 1500 €, c'est pas la même. Si ton budget est pas très élevé, je te conseille de rester sur du réflexe. Aujourd'hui, en occasion, je parle beaucoup d'occasion, mais c'est vrai que je trouve ça des fois aberrant de foutre 6000 € dans un boîtier tout neuf. Si je te conseille d'aller sur l'occasion, tu peux trouver aujourd'hui des Canon 5D Mark III à moins de 1000 €. Tu peux trouver des 80D à 800 balles. Enfin, aujourd'hui, il y a moyen de trouver de la PSC du plein format en réflexe, qui sont de très bons appareils pour faire de la photo de nuit. Un 5D3, même un 80D, moi j'en ai fait. C'est top pour de la photo de nuit. Ça va plus être ton optique qui va devoir être réfléchie. Mais ces boîtiers-là, en réflexe, sont encore de super produits. Si tu veux passer sur de l'hybride, il va falloir casser ta tirelire. Il n'y aura pas de choix. Alors aujourd'hui, tu peux trouver le Canon EOS R à pas trop cher, mais il est pas foufou quand même. Je pense pas qu'il soit inutilisable, mais il est pas foufou, il est vachement bridé. Voilà, moi je te conseille de plutôt partir sur du réflexe. Le marché du réflexe, ça s'arrête. Tous les fabricants, à l'exception de Pentax, et je me demande si Nikon n'a pas sorti un truc, tous les fabricants arrêtent le réflexe, sont tous partis sur l'hybride. Donc aujourd'hui, il y a des super affaires à faire en occasion et même en neuf, parce que je pense que dans pas longtemps, beaucoup de boutiques vont déstocker ce qu'il leur reste et du coup, il y aura des prix ultra concurrentiels. Une question de Ozimax qui me félicite pour ma chaîne, qui a vu que je faisais une FAQ, qui a priori a acheté un G9 en voyant une de mes vidéos, enfin, j'imagine qu'il a dû en voir d'autres mais que la mienne a contribué à sa réflexion, et qui me demande ma question concerne les réglages optimales pour faire du vlog dans des espaces où ne gère pas forcément la lumière, quels réglages laisser en manuel et lesquels en automatique. Bonne question. Si tu veux une réponse de puriste, tu fais tout en manuel, comme un homme, comme un pro. Si tu veux une réponse plus souple, je te dirais que ça dépend vraiment de tes conditions lumineuses. Si quand tu fais du vlog, t'as tendance à avoir des changements de lumière, à passer de soleil à ombre, etc. Voilà, ou dans un espace. Alors si c'est une lumière qui est tout le temps la même, tu peux mettre des réglages fixes. Tu peux tout faire en manuel, tu bloques ton shutter, si t'es en 4K 25, tu bloques ton shutter à 50, tu ouvres ton diaphragme au max, tu règles ton ISO, si la lumière bouge pas, ça bougera pas. Si t'es dans une situation où la lumière va changer, je sais pas, tu te balades en forêt, un coup t'as du soleil, un coup t'as de l'ombre, etc. Alors soit tu maintiens comme ça, tu fais un réglage manuel qui bouge pas trop, et après en post-prod, avec les cuts, etc., tu vas réajuster, ça va se voir. Soit tu fais un compromis, tu laisses ton shutter fixe à un 50e, tu mets tes ISO en automatique et tu mets ton ouverture en automatique. Et lui, le boîtier, en général maintenant les boîtiers sont relativement intelligents, c'est pas... Il y a quelques années, il passait ou tout l'un ou tout l'autre, il passait à 6400 ISO, il redescendait à 200 ISO, c'était un peu la fête du slip. Aujourd'hui les boîtiers sont quand même plutôt bien pensés et bien conçus, et donc il devrait faire les ajustements de lui-même sans que ce soit trop visible, ça va se voir un petit peu, faut pas rêver, mais franchement, il y a moyen de s'en tirer. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Une question de Nasser qui me suit depuis un certain temps, qui me dit « Félicitations pour les 1K, ma question, vu que tu es vidéaste, plus que photographe, tu dois forcément avoir des réalisateurs qui t'inspirent, que ce soit dans le monde du cinéma ou sur YouTube. Qui sont-ils » Question intéressante. Pour le cinéma, je suis un fan du cinéma de Nolan. Vous avez dû le voir au travers des différentes vidéos, j'ai des affiches originales de Batman 89, 91, en réalité je les ai toutes les affiches de tous les films, je les ai en grand format, j'ai les comics, je suis très fan de Batman, pas que, et les Batman de Nolan, je les trouve fantastiques, j'ai adoré Interstellar, enfin voilà, je trouve que Nolan a construit une esthétique et une façon de tourner qui me plaît énormément. Bon après, la question de son cinéma en général, l'écriture de ses films c'est encore autre chose, mais juste sur l'image pure, j'adore Nolan. Alors évidemment, il y a les classiques comme Spielberg, comme Scorsese, qui ont aussi une image et une patte intéressante. Moi, dans des réalisateurs un petit peu plus récents, alors qui sont plus dans l'univers du comics, mais qui pour autant, je trouve, ont vraiment une esthétisme et un travail des couleurs intéressant. Il y a James Wan, qui a fait Aquaman, que j'ai trouvé... je trouve toutes les scènes sous-marines, alors même si on est d'accord, ça reste du numérique, mais pour autant, le choix des plans de caméra, la façon dont c'est réfléchi, le travail des couleurs, etc.,
Le travail des lumières sur les scènes qui sont faites pas du coup sous l'eau, etc. Je trouve que c'est assez fou. Et dans le même esprit, il y a Taika Waititi qui est le réalisateur qui a fait Thor Ragnarok, qui de la même manière je trouve a une esthétique magnifique. Et voilà, moi j'aime bien quand il y a des jolies couleurs, j'aime bien les plans de caméra bien pensés, bien réfléchis. Et puis pour les films où il y a vraiment peu de numérique, où on est vraiment dans presque que de la caméra pure et que de la réflexion pure, il y a 1917 de Sam Mendes par exemple, qui est un film mais incroyable. Mais allez voir ce film, c'est les plans de caméra, les images. Alors déjà il fait vivre le truc, mais je trouve que les plans de caméra sont juste mais incroyablement bien pensés. Les lumières sur la scène de nuit avec les éclairages, les espèces de fusées qui partent en l'air et qui éclairent avec les ombres des débris, enfin c'est juste incroyable. Le travail des lumières et le travail de l'image est ouf. Alors après sur YouTube, il y a des gens comme Stéphane Couchou, alors même si je trouve que Stéphane Couchou fait du Stéphane Couchou, c'est-à-dire que entre les vidéos qui sortaient il y a 3 ans et celles d'aujourd'hui, vraiment on est sur quelque chose qui se tient, enfin on dirait que ça a été fait presque d'une traite tellement c'est vraiment, il y a un style Stéphane Couchou, mais il a quand même un truc pour l'esthétique ce mec. Sur un autre versant, il y a Steven, qui est un youtubeur tech, et il fait des vidéos, parfois il fait des plans, c'est un mec qui se donne du mal, hein, qui escalade des montagnes tout seul avec son drone sur le dos, mais quand je vois la vidéo qu'il a fait pour le dernier Mavic Pro 3 je crois, il a fait des plans. Alors déjà les lieux sont super beaux, donc il a bien repéré les lieux, il fait des plans qui sont très esthétiques, très beaux, c'est hyper léché. Voilà, ça c'est des gens qui m'inspirent par leur travail et je me dis ah ouais, attends, on peut faire ça sur YouTube. Ouais, pas mal. Et puis il y a des gens qui font un super boulot, comme Olivier Schmitt, qui a aussi, je trouve, une patte bien à lui, et des gens comme François d'Explique-moi encore, qui ont vraiment un truc dans l'image. C'est des gens qui m'inspirent beaucoup. François Explique-moi encore m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup le travail qu'il fait, j'aime beaucoup la logique qu'il a derrière ses vidéos, mais j'aime beaucoup, il a fait 4 épisodes d'un espèce de petit court-métrage qui intégrait dedans du tuto, etc. Je trouve que le concept était fantastique. Là il fait en ce moment des sessions musicales dans des lieux un petit peu insolites, c'est pareil, c'est magnifique le travail qu'il fait, donc voilà, des gens que vous pouvez aller voir, mais que vous connaissez sûrement si vous êtes là. C'est des gens qui sont sur YouTube depuis un certain temps et qui ont fait leurs preuves et des sacrées preuves. Et une dernière question, je pense que c'est ma préférée, de Morgan Big Bud, qui me dit « Félicitations, j'ai une question des plus pertinentes pour ta FAQ. Quelle est la différence entre un canard ?» Eh bien écoute Morgan, la réponse est simple. Ces 2 pattes sont différentes. Surtout la gauche. Et voilà, c'est fini pour moi. Je voulais quand même vous préciser un truc, parce que ça m'a été demandé dans 1 ou 2 commentaires de le préciser dans les vidéos. Alors aujourd'hui, je vois pas la nécessité, mais je préférais le faire là. Donc je suis pas quelqu'un qui est sponsorisé, vous vous en doutez bien, avec 1000 abonnés, on n'existe pas. Demain, si une marque m'approche, et ça a déjà été le cas, alors c'était des marques chinoises de batteries qui a demandé de collaborer avec moi et j'ai refusé parce que je trouve que les batteries c'est des produits sensibles. Je peux pas, une batterie ça peut faire exploser votre appareil, donc en dehors de quelques marques genre Backstar ou Patona, voilà, je trouve que les batteries c'est un sujet sensible. Si demain une marque venait à échanger avec moi pour me dire bah voilà, est-ce que tu veux tester du matos, on t'envoie des objectifs, je le ferai avec plaisir. À plusieurs conditions. La première, je veux avoir le matériel longtemps. Retour d'expérience, ça veut dire pas un test à la va-vite en 3 jours. Ça veut dire que je veux avoir le matos des semaines, des mois, l'emmener partout, le tester, lui tirer un peu dessus, et pouvoir vous dire sincèrement ce que j'en pense. Deuxième condition, je veux pouvoir vous dire sincèrement ce que j'en pense. Je veux pas d'un truc écrit, je veux pas de quoi que ce soit, je veux aussi pouvoir vous dire bah ouais, cet objectif là, bah écoute, 800 balles c'est de la merde, alors que celui-là il fait 400 balles, il est bien mieux, et en plus d'occasion vous l'aurez à ce prix là. Voilà, c'est... Donc le jour où j'aurai ce type de lien avec des marques, et je l'espère au fond, parce que j'adorerais avoir accès à du matériel différent et pouvoir le tester, peut-être même pour moi me l'acheter après, mais ce sera sous certaines conditions, et évidemment, je vous le dirai, puisque cette chaîne est basée sur une certaine transparence, et donc voilà, je voulais que ce soit clair, même si, honnêtement, à 1000 abonnés, il y a encore du chemin à faire avant qu'une marque, autre qu'une marque chinoise qui vend des batteries, m'écrive. C'est fini pour cette FAQ, la prochaine vidéo est déjà dans la boîte, j'y ai passé beaucoup de temps, elle change un petit peu de sujet et en même temps elle est complètement raccord, j'espère que vous prendrez le temps de la regarder, en tout cas j'ai passé du temps à la faire, elle sortira dans pas longtemps. En attendant,
prenez soin de vous. Salut.